Mes très chers baladonautes, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je vais vous conter une histoire vraie, tirée des annales judiciaires, mais au lieu de me concentrer seulement sur l'histoire telle que la justice l'a retenue, je conclurai par une interprétation personnelle, ce que je pense être la vérité, ce qui s'est réellement passé et que la justice n'a malheureusement, ou heureusement, pas pu considérer. En premier lieu, je dois vous avertir que, si l'histoire est vraie, l'interprétation finale est purement personnelle et n'engage que votre hôte. L'exercice, purement intellectuel, n'a pas pour vocation de vilipender, dénoncer ou clouer au pilori, mais simplement de divertir en apportant un autre point de vue, d'autres hypothèses ou perspectives fondées toutefois sur les éléments de l'enquête. Il ne s'agit pas non plus d'un exercice régulier, qui ne remplace en rien un vrai procès, avec de vraies preuves. L'objectif n'est toutefois pas de condamner, mais de montrer, preuves à l'appui, que la vérité découle de l'interprétation des mêmes événements factuels. Toutes les différences, tous les désaccords reposant sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. En second lieu, je dois préciser que cette chronique sera entièrement en format audio afin que vous puissiez suivre cette histoire tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. L'histoire du jour concerne le tueur en série Joachim Kroll, surnommé le cannibale de la Ruhr. Je tiens à vous prévenir tout de suite que la narration risque de vous choquer. Nous avons affaire à un tueur en série qui ne ménageait pas ses victimes. J'essaierai toutefois d'éviter les descriptions trop graphiques afin de ménager votre sensibilité. Votre imagination permettra de combler aisément les vides. Cependant, même si certains détails seront omis à dessein, je vous demande malgré tout d'écouter très attentivement l'histoire telle qu'elle sera narrée. À la fin, je vous poserai une question autre qu'un simple coupable ou innocent. Une question précise qui nécessitera une réponse précise et nous verrons si vous êtes capable d'y répondre. Nous sommes en Pologne, en 1933, l'année même où Hitler accède au pouvoir en Allemagne. Selon les estimations de l'Institut national de la statistique polonais, la proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en Pologne en 1933 est de 40%. Ce chiffre est le plus élevé d'Europe à cette époque. La pauvreté en Pologne en 1933 est due à une série de facteurs, notamment la Grande Dépression, l'instabilité politique et, un peu plus tard, la Seconde Guerre mondiale. La Grande Dépression a entraîné une chute des prix agricoles et industriels, ce qui a réduit les revenus des ménages. L'instabilité politique a également contribué à la pauvreté, car elle a entraîné une diminution des investissements et une augmentation du chômage. La Seconde Guerre mondiale aggravera bientôt la situation car elle détruira une grande partie de l'infrastructure du pays et causera la mort de millions de personnes. Les régions les plus touchées par la pauvreté sont les zones rurales, où la population est la plus pauvre
et où les opportunités d'emploi sont plus limitées. Les villes sont bien évidemment touchées par la pauvreté, mais dans une moindre mesure. La pauvreté en Pologne à cette époque entraîne donc une malnutrition, une mauvaise santé et une mortalité infantile élevée. Elle contribue également à la montée du communisme qui promet de mettre fin à la pauvreté et à l'injustice sociale. Pauvreté, mortalité infantile élevée, malnutrition, mauvaise santé. C'est dans ce contexte socio-économique que Joachim naît le 17 avril 1933 à Hindenburg, en Pologne. Il est le 6e enfant d'une fratrie de 8 et, comme nous venons de le rappeler, un contexte socio-économique dont la conséquence est d'une prévisibilité à la hauteur d'une fatalité. Joachim naît dans une famille pauvre, est d'une constitution fragile, avec un faible niveau d'instruction et un QI en dessous de la moyenne. Selon les estimations, son QI se situe entre 76 et 78. Pour rappel, selon les standards de l'armée américaine, en dessous d'un QI de 80, l'intérêt est limité car contre-productif, ce qui fait que tout individu ayant un QI inférieur à 80 ne peut pas intégrer ces rangs. Nous verrons que malgré ce QI particulièrement bas, Joachim a plutôt été très productif en défiant des individus pourtant plus nombreux et plus intelligents que lui. Plutôt chétif donc, pas très fut-fut, il n'en faut pas plus pour qu'il soit le souffre-douleur de ses petits camarades de classe. Pour libérer sa colère de cette injustice quotidienne gratuite et calmer ses frustrations, il s'en prend à des animaux. Durant la Seconde Guerre mondiale, le père de Joachim, alors soldat, est fait prisonnier par l'armée soviétique et est présumé mort, la mère demeurant alors seule avec ses 8 enfants. En 1947, la famille déménage à l'ouest, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Joachim commence à travailler dans des fermes, dans lesquelles il assiste à l'abattage d'animaux. Cette violence, inhérente à l'activité, affûte progressivement ses capacités et développe son insensibilité à la souffrance des autres. Ces mises à mort font écho aux tortures qu'il pratiquait sur les animaux lorsqu'il était encore gamin. Il perçoit donc cette violence comme étant une normalité dans le monde qui l'entoure. Quand on est comme Joachim, intellectuellement et physiquement en dessous de la moyenne, il est très difficile d'attirer l'attention des femmes. Les relations avec ces dernières sont difficiles, peu nombreuses, et s'achèvent dans un échec qui le met mal à l'aise. Contrairement aux animaux, qu'il pouvait maîtriser du simple fait de les avoir en son total pouvoir, les individus doués de libre arbitre peuvent choisir de ne pas lui parler, de le fuir, de l'éviter sans qu'il ne puisse l'empêcher. Pire, une personne ayant son libre arbitre a toute liberté de dire ce qu'elle pense, quitte à se moquer, à choquer ou à offenser. Et lorsqu'on n'est pas à l'aise avec soi-même ou avec les autres, les deux étant souvent liés, être moqué est la pire des offenses, et ne pas avoir la capacité de répondre provoque une frustration qui peut être mal vécue par un individu immature. De la frustration d'être moqué, Joachim rejette alors les relations sexuelles avec des femmes qui pourraient se moquer ou se plaindre de ses performances.
Cette honte, additionnée de la frustration, le pousse à rejeter la sexualité normale et à se diriger vers des méthodes plus extrêmes, dont les tentations croissent, se faisant de plus en plus oppressantes. Il arrive à les contenir autant que possible. Mais il ne faudrait pas grand-chose pour que l'équilibre se rompe. Le 21 janvier 1955, la mère de Joachim décède. Il a alors 22 ans. Cet événement à lui seul est l'élément qui va provoquer une rupture d'équilibre et déclencher sa folie meurtrière. Quelques jours plus tard, le 8 février, il tue Irmgard Strell, une jeune fugueuse de 19 ans qu'il croise sur le bord de la route. Il la voit, il l'accoste, entame la discussion et, à un moment donné, tente de l'embrasser. Elle le repousse. Il revit le rejet et les moqueries passées. Ça l'énerve. Il la poignarde 4 fois avant de violer son cadavre et de l'éviscérer. Violer puis éviscérer, ou éviscérer puis violer. Difficile de déterminer l'ordre des événements, surtout à l'époque. Si les travaux fondateurs de la criminologie moderne effectués par Edmond Locard sont popularisés dans les années 1910, la criminologie n'est encore à ses balbutiements, encore plus dans des pays comme la Pologne. En 1956, Erika Schulter, 12 ans, est retrouvée violée et étranglée à Kirchhellen. Si ce crime est attribué à Joachim Kroll, il subsiste des doutes. Les preuves sont encore insuffisantes pour en avoir la certitude. Le 16 juin 1959, à Rineux, il étrangle Clara Frida Tesmer, 24 ans, avant de la violer. Puis il découpe des morceaux de chair qu'il emporte avec lui afin de les consommer plus tard. Heinrich Ott, le petit ami de Clara, est suspecté puis arrêté pour ce crime. Il sera retrouvé mort, pendu dans la cellule de prison, alors qu'il attendait son procès. Le 26 juillet 1959, Manuela Knott, 16 ans, est violée et étranglée dans le parc d'Essen. Là encore, Joachim prélève des morceaux de chair qu'il emporte avec lui. Un certain Horst Otto est arrêté. Durant son interrogatoire, il avoue le crime pour lequel il sera condamné et passera 8 ans en prison. Le 23 avril 1962, Petra Giese, 13 ans, est violée et étranglée à Dinslaken-Bruckhausen. Là encore, Joachim prélève des morceaux de chair qu'il emporte avec lui. Un certain Vinzenz Kuhn, un pédophile notoire de 52 ans, est arrêté et condamné à 12 ans de prison. Il sera libéré après 6. Le 4 juin 1962, Monika Tafel, 12 ans, est tuée à Walsum. Une fois de plus, son corps est retrouvé avec des parties de chair en moins. Walter Kvicker, un pédophile notoire de 34 ans, est arrêté avant d'être relâché. Mais épuisé par le harcèlement qu'il subit, il se pendra au mois d'octobre de la même année. Le 3 septembre 1962, Barbara Bruder, 12 ans, est enlevée à Burscheid. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le 22 août 1965, Hermann Schmidt, 25 ans, et sa petite amie Marion Vehn se sont arrêtés en voiture dans une ruelle de Duisbourg, Grossenbaum, afin de profiter d'un moment d'intimité lorsque Joachim les aperçoit. Comme le petit ami est un rempart entre lui et sa cible,
Joachim a l'idée de crever les pneumatiques du véhicule. Hermann descend donc afin de comprendre ce qui s'est passé. Joachim surgit alors et le poignarde sous les yeux de Marion, qui ne perd pas son sang-froid pour autant et passe au volant de la voiture qu'elle démarre précipitamment. Sa course se finit dans un mur un peu plus loin, mais, fort heureusement, Joachim préfère malgré tout prendre la fuite. La description de l'agresseur faite par Marion ne permettra pas d'identifier Joachim, qui continue de courir dans la nature. Vous l'aurez donc compris. Suite à cet événement, ce dernier vit à présent une double frustration. Déjà parce que la personne qui a été tuée n'était pas la cible qu'il avait choisie, de plus sa pulsion n'a pas été assouvie. Il ne lui faut donc que quelques jours pour tenter à nouveau sa chance. Le 13 septembre 1966, Ursula Rolling, 20 ans, est retrouvée étranglée et violée dans les buissons d'un parc près de Marle. Son petit ami, Adolf Schickel, se suicidera après avoir été accusé à tort de ce crime. Le 22 décembre 1966, Ilona Harke, 5 ans, est enlevée, étranglée, violée, avant d'être noyée dans un fossé à Wuppertal. Le 12 juillet 1969, Maria Hedgen, 61 ans, est étranglée et violée à Hückeswagen. Le 21 mai 1970, Jutta Rahn, 13 ans, attire l'attention de Joachim alors qu'elle rentre de l'école. Il l'étrangle. Il a peut-être été interrompu parce qu'il ne l'a pas violée. Peter Shea, voisin et petit ami, est suspecté et relâché. Il avouera le crime en 1976, après avoir été molesté par ses voisins, très probablement parce que ces derniers, persuadés qu'il était le coupable, ont tenté d'utiliser la violence pour le faire avouer sous la torture. Après ses aveux, il passe 15 ans en prison avant d'être relâché. Le 8 mai 1976, Karin Töpfer, 10 ans, est étranglée et violée à Förde alors qu'elle se rendait à l'école. Le 3 juillet 1976, Marion Ketter, 4 ans, a disparu. Des battues sont organisées pour retrouver la petite fille. Et c'est la dénonciation d'un voisin de Kroll qui mettra un terme à ces agissements. Comme c'était souvent le cas à l'époque, les toilettes étaient sur le paillasson, c'est-à-dire en dehors des appartements, à l'étage, au fond du couloir. Les toilettes étaient donc partagées. Ce voisin, donc, s'apprête à se rendre aux toilettes lorsqu'il croise Kroll, lui déconseillant de s'y rendre, ces dernières étant bouchées par des viscères. Curieux et étonné, le voisin se rend toutefois aux toilettes afin de jeter un œil et aperçoit qu'elles sont effectivement bouchées par des entrailles. Horrifié, il quitte l'immeuble et tombe nez à nez avec un policier qui fait du porte-à-porte à propos de la disparition de la petite Marion. Lorsque le voisin lui raconte cette histoire, il décide de jeter un œil à son tour. Il a le bon réflexe de signaler la situation à des collègues qui finissent par se déplacer avec un plombier et un médecin légiste. Ce dernier identifie les entrailles. Il ne s'agit pas des restes d'un animal, mais d'un humain, un enfant pour être plus précis. Les policiers décident donc de frapper à la porte de Kroll. Si celui-ci leur explique au départ qu'il a éviscéré un lapin, les policiers savent qu'il ment et décident d'entrer. Ils découvrent le corps de la petite Marion, ou plutôt ce qu'il en reste, puisqu'il y a des parties d'elle dans le réfrigérateur, une autre partie en train de mijoter dans une casserole et des intestins dans le vide-ordures. Joachim Kroll est arrêté sur le champ. Il est interrogé
et finit par avouer 14 meurtres. Peut-être plus, car il a perdu le compte. Son procès a lieu en 1981 et durera 181 jours. Il est accusé de 8 meurtres et une tentative de meurtre sur la petite amie de Hermann Schmidt, prénommée Marion également. Il écopera de 9 condamnations à perpétuité avant de décéder en 1991 d'une crise cardiaque. Avez-vous bien suivi toute l'histoire? Avez-vous écouté attentivement? Parce que le moment de poser la question est arrivé. Je vais donc vous poser une question, une simple question, qui induira une réponse autre qu'un simple oui ou non. Prenez le temps de réfléchir, vous pouvez même revenir en arrière pour réécouter le début. Rien ne vous en empêche. Voici donc la question. Combien y a-t-il de victimes liées à Joachim Kroll? Je vous laisse le temps de la réflexion. Notez votre réponse sur un morceau de papier ou dans un coin de votre esprit. Nous y reviendrons plus tard. C'est bon? Avez-vous le compte? Oui? Alors nous pouvons continuer. Vous aurez remarqué que l'âge des victimes s'étale de 5 à 61 ans. Si les petites filles ne vous étonneront probablement pas, celle de 61 ans, en revanche, peut sortir de l'ordinaire. Cette conclusion vient de l'habitude que les violeurs s'en prennent aux femmes jeunes. En fait, non. Un violeur en série obéit à des pulsions. Ces pulsions impliquent un besoin de contrôle, de domination. Et pour dominer, il faut d'abord et avant tout maîtriser. Ce qui attire l'agresseur est avant tout la fragilité de sa victime. Plus elle est fragile, plus elle est aisée à maîtriser. Sur la fin de sa vie, Joachim ne s'attaque plus exclusivement qu'à des enfants. Serait-ce une tendance à la pédophilie qui s'accroît avec le temps? Non. Tout comme pour sa victime de 61 ans, Joachim a besoin de s'assurer de sa maîtrise de la situation, donc de sa victime. Or, Joachim n'est pas très grand, pas très costaud, plutôt chétif. Il a 22 ans lorsqu'il tue sa première victime. Il est encore en pleine force de l'âge. Il a atteint la quarantaine lors de la fin de sa carrière. À 40 ans, il est moins fort, moins fringant, moins confiant. Il lui faut des victimes à sa hauteur. Les enfants sont, avec les prostituées, les victimes les plus faciles à aborder, à maîtriser et à faire disparaître. Les enfants font naturellement confiance aux adultes et les tueurs en série sont naturellement doués pour attirer la sympathie et la confiance de leur entourage. Joachim ne fait pas exception à la règle. Une autre explication, plus sombre celle-ci, les enfants n'ont pas encore eu de passé sexuel. Ils n'ont donc aucun moyen de comparaison. Cette absence de passé et d'expérience permet à Joachim de se sentir en sécurité. Ses enfants ne pourront pas se moquer de lui, de ses piètres performances. Au contraire même, c'est lui qui pourra les initier. Bien entendu, cette interprétation ne vaut que dans les esprits de gens déviants comme Joachim Kroll. Cette interprétation se trahit quand, par exemple, Joachim montre des photographies pornographiques à une gamine de 11 ans pensant qu'elle y répondra favorablement.
Cette interprétation ne vaut qu'au travers de la projection de Joachim, pensant que les autres agiront comme lui. En plus de l'âge de ses victimes, vous aurez probablement remarqué qu'il voyage beaucoup, cette mobilité étant d'ailleurs un des facteurs de sa productivité. En comparaison, à la même période, il y avait un peu plus d'une dizaine de tueurs en série agissant sur le territoire, dont la plupart ont été interceptés après 5 ou 6 victimes et ont rarement tenu plus de 5 ans en activité. En comparaison, donc, Joachim a été particulièrement prolifique. Son efficacité repose en partie sur sa mobilité qui le rend particulièrement insaisissable. Cette efficacité lui a permis d'agir pendant plus de 20 ans avant d'être intercepté. Nous l'avons dit, les tueurs en série sont généralement guidés par la facilité. Des victimes faciles car fragiles, mais également un territoire qu'ils connaissent et maîtrisent. C'est pourquoi la plupart des tueurs en série opèrent sur un territoire bien précis, ce qui leur permet de savoir comment y accéder, comment opérer sans se faire remarquer, où abandonner les corps et comment quitter les lieux. De façon mécanique donc, il est possible d'identifier un tueur en série par son territoire de chasse. Joachim, lui, semblait ne pas avoir de territoire bien défini ou était capable d'en changer très régulièrement. Il se déplaçait souvent, comme s'il cherchait à éviter de perpétrer ses crimes plusieurs fois au même endroit. Après tout, si une dizaine de tueurs en série sévissaient, pourquoi ne pas rester afin de se noyer dans la masse et faire accuser un autre tueur au même endroit? La mobilité peut s'expliquer de plusieurs façons. Il y a un risque que les enquêteurs commencent à remarquer un schéma dans les crimes s'ils sont commis dans la même région. Cela pourrait les amener à concentrer leurs efforts sur cette région, ce qui pourrait rendre plus difficile pour Kroll de commettre des crimes sans être attrapé. Deuxièmement, Kroll peut vouloir éviter d'être lié aux autres tueurs de la région. Si les enquêteurs commencent à soupçonner qu'il est impliqué dans d'autres crimes dans la région, il sera plus facile pour eux de le relier à ses propres crimes grâce à sa signature. Cela pourrait rendre plus difficile pour lui d'échapper à la justice. Troisièmement, Kroll peut vouloir profiter de la variété qu'offre le fait de commettre des crimes dans des endroits différents. Cela lui permet de tester différentes méthodes et de voir ce qui fonctionne le mieux. Cela lui permet également d'explorer de nouvelles régions et de rencontrer de nouvelles personnes. Et comme il est peu connu encore, cela lui permet de disparaître plus aisément. Enfin, il est possible que Kroll soit simplement attiré par l'excitation de voyager. Il peut apprécier le défi de se déplacer d'un endroit à l'autre et de commettre des crimes sans être attrapé. Mais si on replace les éléments dans leur contexte, même s'il est tout à fait possible que Joachim ne veuille pas se faire attraper, n'oublions pas qu'il a un QI plutôt faible. Était-il conscient que d'autres tueurs en série œuvraient sur le même territoire et pouvaient alors attirer l'attention à lui? Rien n'est moins sûr. Peut-être que sa mobilité n'est tout simplement qu'un pur hasard, comme il s'en produit parfois. Le biais du survivant. Parce qu'il était sans attache et qu'il se déplaçait au gré des offres d'emploi, il se déplaçait de facto. La vérité sur cette mobilité est probablement un mélange de tous ces facteurs. Si nous observons la chronologie des crimes, nous pouvons observer des phases d'intense activité, parfois espacées de plusieurs années de silence. S'il arrive que les tueurs en série suspendent leur activité, c'est rarement de leur plein gré. Ils sont parfois en prison, à l'hôpital, à l'étranger. Parfois aussi, leurs crimes sont attribués à d'autres personnes. Et parfois, par calcul, ils font une pause. Comme le tueur de la Green River qui a fait une pause durant 10 ans quand il a senti que l'étau se resserrait sur lui, dans le but attendu d'éviter de se faire attraper par les autorités lorsqu'elles étaient sur ses traces. Mais dans de nombreux cas,
la plupart du temps, c'est aussi parce que des crimes, notamment lors de tentatives, ne sont pas signalés. Peut-être que certaines victimes non comptabilisées par Joachim sont cachées dans ces périodes et que ce dernier ne veut pas donner leur nom parce qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Peut-être ne s'agit-il que de tentatives ou qu'il a été interrompu, ce qui a entraîné une frustration, annihilant alors sa satisfaction. Par exemple, en 1967, Joachim s'installe dans la petite ville de Grafenhausen et gagne très rapidement la confiance de ses voisins. Le 22 juin 1967, il attire Gabriele Putman, 11 ans, dans un champ afin de lui montrer un lapin. Au lieu de cela, il lui montre des photographies pornographiques afin d'exciter la petite fille. Mais, bien entendu, celle-ci est horrifiée. Il tente de l'étrangler et de la violer. Elle sera sauvée par le passage de mineurs pas très loin. Kroll prend la fuite et décide de quitter la ville. Pourtant, cette histoire ne sera pas signalée à la police. Il faudra attendre l'arrestation de Joachim et la médiatisation de l'affaire pour que les parents décident de la rapporter aux autorités. Si elle avait été rapportée immédiatement, cette affaire aurait pu permettre d'arrêter Kroll. En effet, comme il était apprécié, on connaissait son nom, on connaissait son signalement. Une occasion manquée, dont les conséquences permettront à Kroll d'ajouter des proies à son tableau de chasse. En dehors de ces trous, vous pourrez noter que, si l'on met de côté le premier crime qui a été déclenché par la mort de sa mère, la plupart des autres crimes ont été perpétrés entre avril et septembre. Vous noterez également que de nombreuses victimes étaient approchées alors qu'elles se rendaient ou revenaient de l'école. Joachim semble avoir là un mode opératoire assez précis. Il n'attaque pas la nuit parce que l'obscurité lui complique la tâche. Il n'attaque pas non plus en plein milieu de la journée parce qu'il s'agit de la période la plus active où il risque de croiser le plus de monde. Joachim l'avoue lui-même. S'il a tué 14 personnes, il en a peut-être tué plus, mais il a perdu le compte. Pouvons-nous lui faire confiance? A-t-il vraiment oublié le nombre exact de ses victimes? Probablement pas. L'expérience des tueurs sériels, notamment ceux qui agissent sous le coup d'une pulsion sexuelle, se souviennent de leurs victimes et de leurs crimes dans les moindres détails. La plupart des tueurs sont des narcissiques. Ils aiment parler d'eux et qu'on leur porte attention. Il y a de fortes chances que Joachim ait laissé planer un doute, simplement pour attirer l'attention et se faire courtiser par les enquêteurs. Si nous prenons l'exemple de Samuel Little, ce dernier a avoué 93 meurtres et, à l'heure actuelle, 50 ont été confirmés. Soit Joachim a une petite mémoire, soit il cherche à attirer l'attention. Il peut aussi avoir raison, avoir beaucoup plus de victimes à son actif, mais qu'il ne soit pas vraiment disposé à donner leur nom pour des raisons très particulières déjà évoquées. Nous ne le saurons jamais. Revenons maintenant à notre question. Je vous ai demandé de noter dans un coin le nombre de victimes liées à Joachim Kroll. Combien en avez-vous compté? 14. Si vous avez trouvé un nombre autour de 14, alors vous avez mal compté. Si la réponse a été aussi simple, je ne l'aurais pas posée. Si la réponse avait été aussi simple
l'histoire de Joachim Kroll n'aurait pas mérité sa place dans la série des trompeuses apparences. Si vous avez trouvé un nombre autour de 20, alors vous avez probablement également compté les personnes accusées à tort et dont l'espérance de vie a été fortement réduite suite à cette mésaventure. Et vous avez raison. C'est bien la réponse. Autour de 20, parce que tout dépend de la façon de compter. Si vous ne comptez que ceux arrêtés par la police seuls, ou bien que vous ajoutez ceux qui ont été attrapés par les voisins, tous des victimes indirectes, des dommages collatéraux, parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il n'y a pas que les actes des criminels qui aient des conséquences, ceux des enquêteurs aussi. C'est pourquoi il y a des procédures, des disciplines apprises à la dure, au travers de l'expérience des échecs. Parce que les actes, même pleins de bonnes intentions, peuvent avoir des conséquences inattendues. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Dans 80% des meurtres, la victime connaissait son assassin. Dans 80% des viols, la victime connaissait son agresseur. Il n'en faut pas plus pour chercher les coupables parmi les proches. Dans la grande majorité des cas, lorsqu'une femme meurt, le mari, le fiancé ou le petit ami est impliqué. Dans la grande majorité des cas, lorsqu'un enfant est violé et assassiné, le premier suspect sur la liste est le pédophile qui traînait dans la région au même moment. Par habitude, les enquêteurs ont utilisé les statistiques pour identifier des coupables potentiels. Et l'interrogatoire a fait le reste. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas des aveux obtenus d'une personne impliquée, même de façon indirecte, mais d'individus n'ayant rien fait, sans aucun lien, et qui ont quand même avoué malgré tout. Certains ont été condamnés alors qu'aucune preuve ne pouvait exister contre eux, puisqu'ils étaient totalement innocents. Leur seul crime, avoir été des connaissances, des petits amis et des hommes. Ils entraient dans les statistiques, ils correspondaient au profil habituel. Ça ne s'est pas produit une fois, par hasard, mais plusieurs fois, comme une obstination. Pour eux, la justice a failli. Par défaut, la présomption d'innocence induit une asymétrie. Nous préférons libérer un coupable plutôt que d'envoyer un innocent en prison. Si le pédophile qui passait par là peut éventuellement, et j'insiste bien sur le « éventuellement », faire un bon suspect parce qu'il y a eu un précédent, rien ne permet de l'envoyer en prison sans un minimum de preuves. Et selon la même logique, rien ne permet de suspecter un petit ami sans rien d'autre que des statistiques, sans même le quart de la moitié d'un début de preuve. Et pourtant, il n'a fallu que des soupçons, fondés sur des statistiques, d'un interrogatoire et quelques aveux. Réfléchissons un instant à la méthode employée lors d'un interrogatoire pour qu'un individu innocent s'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis, au risque de passer le restant de ses jours en prison. Ça mérite réflexion. Mais ce n'est pas tout. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Si les rôles avaient été inversés, que les victimes avaient été des hommes, aurions-nous suspecté les petites amies? Auraient-elles fini en prison de la même manière? Cette asymétrie porte un nom. Mais ce n'est pas fini. N'oublions pas non plus qu'avant d'arrêter Joachim Kroll, nous ignorions que nous avions affaire à un tueur en série. Toutes ces histoires étaient donc considérées comme indépendantes. Des crimes indépendants induisent des suspects indépendants, multipliant alors les erreurs potentielles si nous ne prenons pas garde à nos propres biais. La question qui demeure est donc de savoir, en dehors de cette histoire, combien d'hommes ont été accusés à tort de la mort d'une femme dont ils étaient proches, combien d'innocents
ont été envoyés en prison du simple fait d'être des proches des victimes et d'être des hommes? Combien de pédophiles, tout pédophiles qu'ils soient, ont été envoyés en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, laissant alors aux vrais coupables la liberté d'échapper aux conséquences de leurs actes et de recommencer, induisant alors d'autres victimes, car il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Mais ce n'est toujours pas fini. Rappelez-vous, si Joachim Kroll a avoué 14 victimes, il a aussi avoué lui-même avoir perdu le compte. Nous l'avons dit, il est très rare qu'un tueur en série perde le compte car chaque victime est un fantasme assouvi qui reste profondément en mémoire. S'il a perdu le compte, c'est très probablement parce qu'il n'était pas fier de ses autres victimes. Il a très probablement été interrompu, laissant en lui un goût amer, un échec dont il ne préférait pas se vanter et les effacer de sa mémoire. Cela signifie aussi qu'il y a probablement quelque part des victimes de Joachim qui ne lui sont pas attribuées et pour lesquelles la justice a très probablement tenté de trouver des coupables, et donc potentiellement d'envoyer d'autres innocents en prison. Mais ceci est une autre histoire.